Le sponsor du jour, c'est un podcast de la banque HSBC. Je dis souvent que l'une des raisons pour lesquelles je fais le rendez-vous tech, c'est que je pense qu'on ne peut plus comprendre la société aujourd'hui si on ne comprend pas la tech. Et s'il y a un autre domaine qui est aussi important, voire même plus important, c'est évidemment l'économie. Et il y a un podcast qui a été créé par la banque HSBC qui est dédié au sujet et qui s'appelle Les nouvelles voies de l'économie. Dans l'émission, ils explorent des thèmes qui changent la manière dont on comprend la société et ils nous expliquent comment on peut tous prendre part à ces changements. Chaque épisode fait 10 à 15 minutes et vous trouverez l'émission dans votre app de podcast. Merci les nouvelles voies de l'économie et merci HSBC. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. On vous fait un petit panorama en 1 heure environ de tout ce qu'il est important de retenir. Et en plus de ça, on vous l'explique, on l'analyse, on vous aide à le comprendre. Et en plus de ça, a priori, on vous aide à passer un bon moment. Donc le cercle vertueux de l'émission Tech à écouter est complet. Je suis Patrick Béja et pour m'aider, grâce à des calembours de qualité, j'ai Jérôme Kainborg aujourd'hui avec moi. Comment vas-tu, Jérôme ? Écoute, ça va très bien. On a perdu Corben et Cédric sur la long chemin enneigé qui mène à ta cabane en Finlande. Mais moi, j'ai tenu bon. J'ai plus de doigts, j'ai des engelures aux pieds, Tant mais que ta on y bouche est. fonctionne, ça, c'est ce qui est important. Exactement. Jérôme, j'aimerais t'exprimer une plainte. Il n'y a pas eu de calembour dans cette première introduction. Non, mais tu sais, T'aimes nous prendre par surprise, c'est ça ? Voilà, le calembour, c'est comme un chat qui te saute dessus par surprise. Toujours un moment désagréable à passer. Bon, on va vous parler de Alexa qui commence à... Il faudrait pas que je dise le nom. On va vous parler de l'assistant d'Amazon qui gagne des émotions. On va parler d'Apple qui accède aux demandes de la Russie. On a aussi YouTube qui devient le YouTube des parents. Un peu trop chiant, c'est un peu ça. On a Apple qui risque de lancer plus de téléphones, enfin de lancer commercialement, hein. Ils vont pas les jeter par terre. Je dis ça parce que mon fils, il aime beaucoup jeter les trucs par terre en ce moment, c'est sa grande passion. Et plein d'autres petites choses. Mais avant ça, j'aimerais tout de même remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission. Aujourd'hui, tout particulièrement Terry Mittig, Meja, Reynard, Vincent, qui vient du Sud, j'imagine, c'est écrit spécifiquement de cette manière, Florent, Johan, Sophienne, Thierry Rapillard, Fagoud et Arnaud. Merci à vous tous et à tous ceux qui soutiennent financièrement l'émission sur patreon.com/rdvtech. Bon, j'ai un sujet bien sympathique pour lancer l'émission, vraiment un truc sympa, cool, un petit peu enthousiasmant, ça nous change des sujets déprimants qu'on évoque souvent. Les évolutions de nos assistants personnels continuent et Alexa, Amazon, excusez-moi, je suis désolé, je dis pas le mot-clé complet, mais quand même. A annoncé donc une nouvelle fonctionnalité disponible pour les développeurs, pour son assistant personnel. Et c'est une fonctionnalité qui est étonnamment intéressante, je trouve. C'est les émotions que l'on peut imputer à l'assistant quand elle nous parle ou quand il nous parle. En l'occurrence, ils ont fait une démo avec une émotion qui était plutôt négative, donc déçu, un petit peu tristoun, et une émotion qui est positive, donc content, excité. Il y a 3 niveaux pour chacune, et je vais vous faire écouter tout de suite les 3 niveaux pour chacune, et puis vous allez pouvoir vous faire une idée vous-même de ce que ça donne. Alors, premier niveau, c'est déçu, faible, donc un petit peu déçu. I'm playing a single hand in what looks like a game. Ok, on a le deuxième niveau, moyen déçu. I'm playing a single hand in what looks like a losing game. Et le troisième niveau, carrément déprimé. I'm playing a single hand in what looks like a losing. On a aussi, je vais tous les faire d'un coup et puis on pourra en discuter. On a aussi donc excité, content. I'm playing a single hand in what looks like a losing. Deuxième niveau. I'm playing a single hand in what looks like a losing game. Et alors là, c'est carrément, il vient d'y avoir un calembour de qualité de Jérôme et l'assistant est hyper content. I'm playing a single hand in what looks like a losing game.
Donc voilà les 3 niveaux, c'est les démos qu'ils ont donnés. Alors, il faut préciser quand même que ça, c'est pas des choses qui vont arriver automatiquement, naturellement dans la conversation en fonction du ton que prend la conversation avec vous. C'est un flag, un élément de programmation que les développeurs peuvent ajouter à une phrase qu'ils vont envoyer à faire dire à l'assistant. Donc ça va pas se faire, c'est pas l'assistant lui-même qui sait s'il faut être content ou mécontent dans ce qu'il dit, c'est les développeurs qui doivent dire maintenant dis cette chose avec ce ton. On imagine bien qu'il y aura d'autres tons disponibles, là c'était vraiment l'annonce. Entre parenthèses, je place ça au passage. Vous savez qu'il y a des intelligences artificielles qui jouent aux jeux les plus compliqués du monde, y compris le Go, AlphaGo, l'intelligence artificielle de Google, et le champion du monde, l'un des anciens champions du monde, il n'est plus tout à fait le numéro 1, mais il a annoncé, après s'être fait battu plusieurs fois et après avoir vu évoluer AlphaGo, qu'il arrêtait sa carrière parce que de toute façon, l'IA ne pouvait pas être battue. Donc maintenant, si AlphaGo peut parler, eh ben, il pourra parler de manière un petit peu triste quand il nous dit « Ah, je suis désolé, j'ai encore gagné pour la 4e fois en nous battant tous. » Donc voilà, deux news un petit peu en parallèle sur l'intelligence artificielle, mais je pense que les tons, les émotions sont les plus importantes. Ça te semble convaincant ou pas tellement, Jérôme ? C'est intéressant parce que ça va rendre les dialogues avec l'illusion d'une personnalité. Après, ça va devenir intéressant / effrayant le jour où on pourra... et ça devrait pas être si compliqué que ça, mais donner des sautes d'humeur à son assistant. Il y a des jours où, par exemple, par rapport à ton utilisation de l'assistant, moins tu l'utilises, plus il est déprimé. Plus tu l'utilises, plus il est content. Tu vois, le côté Tamagotchi des assistants personnels, c'est certainement des territoires dangereux d'un certain côté, parce que là, on est carrément dans des films d'anticipation comme on en a vu il y a pas si longtemps. Her, par exemple, j'y pense tout de suite, où il va y avoir des véritables, en tout cas, simulations d'émotions qui peuvent être liées à notre comportement. Moi, tu vois, je raconte une anecdote sur ma vie. Je présente donc une émission tous les matins et je fais exprès de laisser mes 2 assistantes personnelles connectées. Donc, j'ai celle de Google qui est à ma droite et sur ma montre, j'ai celle d'Apple. Et régulièrement, pendant l'émission, je les déclenche sans faire exprès. Ça donne ça donne des réactions comiques, mais parfois, ça hurlait de rire. Elles sont complètement à côté de la plaque. Et tu vois, au début, je les insultais un peu. Je les insulte parfois quand elles me coupent la parole et tout. Je leur dis, mais t'es complètement débile, ma pauvre. Et puis, en faisant un autre article sur justement le traitement des robots, je me disais, mais si je leur parle mal, en fait, elles devraient commencer à me répondre mal. Si tu traites mal ton assistant, il devrait être en capacité de te dire « Ouais, connard, c'est bon, t'as vu comme tu me parles, je vais pas te rendre service non plus, quoi. » Mais tu sais qu'il y a une vraie question qui se pose à ce propos et que des chercheurs et des sociologues se posent, c'est est-ce qu'il faut imputer des émotions aux machines, aux intelligences artificielles, puisque c'est comme ça que souvent les machines s'expriment pour nous. Et d'une part, parce que est-ce qu'il faut qu'on les traite de manière humaine, parce que ça nous entraîne à les traiter de manière humaine. Et il y a même un paramètre, je crois, avec l'assistant d'Amazon uniquement, qui nous permet d'activer le mode politesse, surtout pour les enfants, pour leur apprendre à dire merci ou s'il te plaît. Et c'est vrai que on ne sait pas encore très bien si la distinction se fait complètement genre c'est juste une machine donc on peut lui parler comme on veut et c'est pas grave, ou alors ça nous apprend à parler mal aux êtres vivants simulés et donc aux êtres vivants ensuite, surtout donc au moment où on grandit. On ne sait pas vraiment exactement, mais c'est vrai que cette question se pose. Ouais, c'est pas une question innocente. On a un naturel sadique sur toute chose qui est inférieure ou qu'on juge inférieure à nous, d'avoir un comportement sadique, notamment quand on est enfant.
Il y a qu'à voir comment des petits garçons traitent des insectes ou ce genre de choses. Et c'est encore pire quand il s'agit d'une machine, parce que il y a ce côté, objet inanimé, avez-vous une âme? Voilà, on ne respecte pas, et on l'a vu, les premiers robots qui se baladent ont souvent eu des comportements de gens qui deviennent violents, qui les abîment, Donc, il y a probablement une éducation à commencer dès aujourd'hui, pour peu que l'avenir de notre société, ça soit de vivre en harmonie avec des intelligences artificielles, des robots, etc. Ouais, il va falloir bien les traiter, ne serait-ce que pour des questions de matériel. Oui, alors c'est effectivement, s'il y a un dégât aux propriétés du property damage, c'est une chose, mais je vais prendre le contre-pied un petit peu pour le principe, mais c'est des machines. Et il ne faut pas justement que le besoin d'empathie soit mal placé et qu'on se mette à bien traiter les machines, parce que c'est des outils. Jusqu'à preuve du contraire, mine de rien, comme tu l'as bien expliqué aussi, c'est des simulations. Et dans le cas des intelligences artificielles qu'on utilise aujourd'hui, je trouve que même le terme d'intelligence artificielle est un peu usurpé. C'est des scripts complexes, certes, mais si on leur dit pas ce qu'il faut dire quand on pose telle question, ils savent pas quoi répondre. Donc c'est pas parce qu'ils ont une voix qui semble un petit peu naturelle. La voix est 10 fois plus naturelle que ne l'est l'intelligence vraiment derrière. Donc c'est une sorte de mascarade. Du coup, ouais. Oui, mais justement, enfin, là, tu t'adresses au mec qui dit merci aux machines carte bleue, hein. Donc déjà, c'est véridique, hein. J'ai déjà remercié des machines à carte bleue. Non, mais justement, j'extrapole un petit peu. Pourquoi on devrait les traiter mal? Pourquoi on ne devrait pas être poli? Tu vois, on peut se poser la question. Parce que justement, peut-être que... Parce que c'est que des machines, mais en même temps, on nous apprend... Oui, mais on nous apprend depuis qu'on est enfant à respecter les objets aussi. Non, mais il y a une différence, encore une fois. On ne va pas casser les choses, parce que c'est une chose qui a de la valeur, mais une valeur, parfois, des trucs émotionnels, mais ce n'est pas le cas. Dans ce dont on parle là, pourquoi est-ce qu'il faut les traiter comme des machines? La réponse est simple, c'est que si à un moment, il faut faire un choix... entre quelqu'un et une machine, il ne faut pas se tromper de choix. Une machine reste une machine, tu vois. Mais je suis d'accord. Là, on arrive dans les films de SF où on risque de s'attacher. Mais... C'est même pas forcément dans le cadre de la science-fiction, Jérôme. Il peut y avoir, par exemple, le problème de l'illusion d'un compagnon. Si on pousse un tout petit peu ces intelligences artificielles, il faut les garder à leur place parce que ça remplace pas le contact humain, tu vois. On est un petit peu dans la science-fiction, mais... Je suis d'accord, mais finalement, il faut revenir au progrès de notre civilisation par rapport à tout ce qu'on considère inférieur en intelligence, en émotion, etc. Mais les animaux, les animaux, ils ont des vraies émotions, c'est pas pareil. Comment expliquer à un enfant, ouais, mais prenons un insecte, vraiment le plus con... Enfin, tu peux pas dire décemment à un enfant qu'il faut respecter la nature, ou même un brin d'herbe. Un brin d'herbe n'a pas d'émotion, mais il faut le respecter. Je dis pas qu'il faut dire merci aux arbres, mais quelque part... Moi aussi, quand même. Mais on pourrait... Mais tu vois ce que je veux dire? Bon, j'extrapole un peu loin, mais quelque part, on doit du respect... même aux choses que nous jugeons inférieures à nous. Je dirais que c'est là le problème. C'est que là, on est vraiment en train de parler de script. Si un jour, il y a quelque chose qui s'approche un petit peu plus d'une intelligence artificielle, peut-être qu'on pourra se reposer la question. Mais aujourd'hui, si cette question de la politesse ou de la gentillesse se pose, c'est uniquement pour ce qu'elle apprend aux enfants, je crois, et peut-être la manière dont ça nous affecte nous. C'est pas pour la machine qu'on va devoir bien la traiter. Un jour peut-être qu'il y aura quelque chose de plus proche d'une certaine intelligence simulée. Mais aujourd'hui, encore une fois, on est en train de parler de script et de quelque chose d'éminemment mécanique. C'est comme être gentil avec sa voiture. Oui, il faut être gentil avec sa voiture. Il y a des gens qui aiment bien leur voiture, mais enfin, bon, on parle quand même d'une machine. On est conscient qu'il s'agit d'une machine. Et c'est là que la frontière se posera peut-être un jour, mais non, mais je suis d'accord, mais et c'est là où je reviens sur notre penchant sadique et notre penchant méchant. Si parce que c'est une machine, tu vas voir, les gens vont vite s'amuser. Moi, le premier à insulter nos assistants. Moi, je les insulte tout le temps. Je lui dis, mais tu comprends rien, ma pauvre, t'es complètement conne. Oui, mais tu le fais en sachant que c'est un truc qui a pas d'émotion, justement, parce que tu sais que c'est un script.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça crée aussi une dissonance. Mmh. Euh, tu- Imagine, Ouais. justement, tu as un enfant, tu parles mal à ta voiture intelligente, machin, et à côté, tu essayes de lui apprendre à être respectueux Ah bah, des choses et des gens. justement, Tu c'est peux pour pas? ça. En fait, Hmm. je crois que les questions se posent bien. Et les questions ont déjà commencé à se poser quand on est en présence d'enfants et comment les enfants vont parler à ces machines. Et donc, les questions se posent bien. Et je crois que les questions se poseront vraiment le jour où elles devront se poser. Pour le moment, on n'y est pas encore. Tu vois, les questions de les sentiments et les émotions de ces machines elles-mêmes. Je crois qu'aujourd'hui, il est clair qu'elles ne se posent pas encore. Mais bon, Ouais, on va. enfin, sachant que tous ces assistants personnels nous écoutent avec des gens derrière, finalement, on s'adresse à des vrais gens, hein. C'est pas faux, c'est pas faux. Il faut rester poli avec ceux qui nous espionnent. Mais donc, tout ça pour dire que, pour moi, c'est effectivement une avancée dans cette mascarade, dans cette simulation, qui est importante. C'est tout bête et on n'y avait pas forcément pensé, mais le fait d'avoir des tons différents avec des émotions différentes qui passent dans la voix, ça fait avancer de manière significative cette simulation. Ce qui me déçoit un petit peu, c'est que c'est pas quelque chose qui est entièrement intégré à une un truc qui gère les niveaux des différentes émotions. On n'y est pas encore en tout cas. C'est vraiment les développeurs qui doivent dire à tel moment tu dis telle phrase de telle manière. Donc bon, c'est quelque chose qui va continuer à évoluer. Parlons un petit peu d'Apple et de la manière dont ils ont accédé aux demandes de la Russie. C'est dans Apple Maps, en fait. Il s'agit comme quoi la tech... Je dis souvent que la tech est extrêmement importante et que ça touche à tout et que ça a des conséquences partout. Et bien là, c'est un exemple encore. C'est le même problème que ce qui aurait pu se poser avec des cartes qu'on aurait eues dans nos livres d'histoire ou vendues dans des magasins. C'est la manière dont Apple présente la Crimée sur les cartes et la différence entre la manière elle est présentée sur les cartes en Russie, les cartes russes, et dans le reste du monde. En l'occurrence, la Russie a exigé qu'Apple, sur le territoire russe, présente la Crimée comme faisant partie du territoire russe. Dans le reste du monde, la Crimée est une sorte d'entité indépendante qui n'est ni en Russie ni en Ukraine, en tout cas sur Apple Maps. Je crois que Google avait déjà accédé à cette demande il y a quelques mois, donc c'est pas Apple ne sont pas les premiers à le faire. Alors, comme je le disais, c'est un problème qui se pose, qui s'est posé de tout temps, ces disputes territoriales. Je suis sûr que les mêmes questions se posent avec Taïwan, notamment avec la Chine. D'ailleurs, l'emoji du Mm. drapeau taïwanais n'est plus disponible sur le territoire chinois, sur les appareils Apple, etc., etc. Là où c'est différent, c'est que ces grandes sociétés tech ont les mains partout en fait. Ils ont ils touchent tellement de domaines qu'ils sont responsables de toutes ces choses-là. J'ajoute deux petites news rapides. En Chine, puisqu'on parle des pays, on va dire, qui respectent un petit peu moins les libertés que les autres, tout acheteur de carte SIM devra désormais avoir un scan de son visage en plus d'un scan d'une carte d'identité. À partir d'il y a 2 jours, ça a commencé. Donc en Chine, n'importe qui achète une carte SIM aura un scan de son visage associé. Je vous laisse imaginer les conséquences. Et puis, un autre truc qui est peut-être un petit peu moins polémique, c'est que n'importe quelle vidéos créées avec de l'intelligence artificielle, en gros des deepfakes, vont devoir être marquées comme étant artificielles. En Chine, hein, toujours. C'est à partir du 1er janvier que cette nouvelle législation sera en vigueur. On parle de toutes les vidéos artificielles devront simplement... C'est pas qu'elles sont interdites en tant que telles, mais par contre, elles doivent être marquées comme étant vidéos artificielles. Là, je me demande si ça n'est pas une bonne chose à avoir pour une fois. Mais donc, Apple avec la Crimée et toutes ces autres régulations, j'ai tendance à penser que on s'insurge contre ce genre de choses, mais que c'est une conséquence ou un symptôme plus que le mal lui-même. Je ne sais pas si je suis trop gentil avec Apple et la Russie. Bah, de toute façon, enfin, là, on arrive dans ce qu'on avait anticipé avec l'avènement d'Internet. Euh, on est dans un monde qui tend vers un monde sans frontières, avec des règles pour tous, mais la réalité, c'est qu'on est encore dans un monde sur Terre de répartition géographique.
avec des frontières physiques, des États, des populations qui n'ont pas les mêmes règles. Et là, encore une fois, notamment avec la Crimée, c'est typiquement ce genre de truc qui me fait dire, mais faut vraiment qu'on ait un gouvernement mondial. Alors, je sais que il va falloir une intervention d'extraterrestres pour arriver à un gouvernement mondial, mais pour qu'on se rapproche. Bah, tu vois, ton mouet, parce que je sais que j'ai souvent ce débat, les gens me disent mais ça arrivera jamais. En même temps, je pense que tu prenais un mec de Bretagne il y a 200 ans et tu disais bientôt tu vas être regroupé avec les Normands d'à côté et dans une entité qui va s'appeler la France. Je pense quand même que la civilisation tend, dans notre instinct grégaire, vers des regroupements de plus en plus grands. Et je pense que les pays sont loin de disparaître, mais que probablement l'avènement du monde connecté, avec d'ailleurs ses défauts et ses qualités, est à une autre avancée de la civilisation vers un instinct grégaire encore plus grand. Le seul truc, c'est qu'on est encore à une période qui est pas encore prête pour ça, quoi. Oui, tu t'éloignes un peu du sujet quand même. Ça serait bien d'avoir. Oui et non, parce que aujourd'hui, quand Apple, Tim Cook est obligé de préciser, oui, on fait du business en Russie, on vend des produits en Russie, donc on est obligé de suivre la loi russe. Et la loi russe, c'est que si tu as une carte, la Crimée doit être en Russie. En gros, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça que Apple a obéi à la Russie. Oui, complètement, oui. Voilà. Donc en fait, c'est ce que je dis, c'est qu'on arrive dans ces collisions bizarroïdes d'un monde sans frontières confronté à un monde avec frontières. Je suis d'accord. Mais du coup, est-ce que cette solution d'afficher les cartes, parce que on revient à la question des questions qui se sont posées avec la Chine, avec la responsabilité de certaines sociétés, on l'a vu avec Blizzard notamment il y a quelque temps. De juger les agissements de certains pays. En l'occurrence, la Crimée a été clairement envahie par la Russie, même s'ils le nient et que, enfin bon, ils ont envoyé des troupes en Russie après avoir en Ukraine, oui, en Crimée. Enfin bon, bref, ils ont envahi la Crimée. On va pas partir dans les détails. Et je crois on n'a pas tellement vu ce mouvement, mais il aurait été facile de dire à Apple et à Google, vous ne devez pas accéder à ces demandes. Je crois que malheureusement, c'est pour ça que je dis, on parle plus d'un symptôme que du mal. Si il faut reprocher quelque chose, c'est reprocher à la Russie d'avoir envahi la Crimée, et pas forcément directement. Oui, c'est pas idéal que Apple et Google fassent ces changements de carte dans le pays, mais c'est un détail de toute cette histoire. Et d'ailleurs, on a des sanctions qui n'ont pas fait grand-chose, malheureusement, mais il y a eu une réponse internationale à ça. Donc, bon. Non, mais c'est compliqué pour ces sociétés. C'est aussi un petit peu quand même de leur faute. Certaines sociétés se sont mis à agir comme des États et à intervenir dans des questions géopolitiques. Moi, le truc qui m'a toujours fait réfléchir, c'est de voir ces grandes sociétés qui vont voir le pape, qui maintenant s'occupent de la conquête spatiale. Quelque part, ces grandes sociétés tiennent des rôles d'État. Donc, je suis d'accord avec toi. Quelque part, le problème est un problème d'État. C'est la Russie qui a envahi la Crimée, c'est pas Apple. Et Apple doit se soumettre aux règles d'un pays, sinon il peut plus faire de commerce dans ce pays-là. Mais d'un autre côté, les sociétés, ces grosses sociétés, ces GAFA, ont commencé à prendre des rôles de pays aussi. Donc, je dirais que c'est un peu l'arroseur arrosé. On est là spécifiquement fin 2019, en plus dans une période, on voit à quel point toutes ces technologies sont reprises à bon compte par des gouvernements totalitaires ou à tendance totalitaire, qu'elles ont bien compris l'importance et les enjeux de la puissance de ces outils-là. Là, je vais plutôt sur les autres news que tu as données, notamment le Face ID pour prendre une carte SIM en Chine. C'est quand même des technologies de contrôle de peuple. Staline en a rêvé, Google l'a fait, quoi, quelque part. Je crois qu'on est encore dans une situation où en l'occurrence, je pense pas que
la Chine utilise le système spécifiquement développé par Amazon ou l'un de ses systèmes de reconnaissance faciale. Tu vois, c'est une technologie qui existe à un moment. Si telle ou telle société ne la fait pas avancer ou ne la crée pas, elles vont être inventées par ailleurs, tu vois. Donc, la Chine n'a pas forcément besoin de Google aujourd'hui. Ils ont peut-être, enfin, à vrai dire, la Chine n'a plus besoin de personne parce qu'ils ils se sont tellement engouffrés dans cette voie qu'ils font tout comme des grands tout seuls. C'est donc un problème qui est un petit peu séparé pour moi dans ces pays-là de ce qu'on peut avoir comme ce qu'on appelle le capitalisme de surveillance, c'est-à-dire tout ce qui est effectivement Google, Facebook et les sociétés qui revendent nos données. Mais ça, encore une fois, je pense que c'est un autre problème. Quoi. Mais à la limite, pour conclure sur l'ensemble de ces sujets que tu as regroupés, je peux pas m'empêcher, moi, de ressentir une grande tristesse quand même en ce moment. On va droit dans un Internet cloisonné, pays par pays. Quelque part, c'est un peu la vengeance des États. On perd ce côté Eldorado d'Internet, d'un monde plus ouvert, à un Internet par pays avec des règlements spécifiques et voilà, ne pas voir la même carte du monde quand on est en Russie ou quand on est à l'extérieur de la Russie. Ça m'a rendu très triste. C'est un peu un retour en arrière, comme tu le dis. Ouais, c'était exactement. Le cas avant. Je dirais que, d'une certaine manière, c'est comme on revient à ce que tu disais au début, le net se retrouve confronté aux réalités du monde réel. Et aux réalités du monde réel, c'est très beau ça. Et doit s'adapter. Et en même temps, c'est une exigence qu'on a tous, parce qu'on peut s'en plaindre et le regretter, mais nous aussi, on a des exigences spécifiques en France et en Europe. Je crois que on pense au RGPD et à d'autres législations qui demandent à ces grandes sociétés de faire les choses d'une certaine manière. Je crois que d'une manière générale, hormis la Chine, la Corée du Nord, bon, c'est encore un autre problème, mais la Russie et quelques pays qui sont particulièrement sévères, voire totalitaires, je crois qu'on a quand même des variations du même Internet. Tu vois, il y a des règles un petit peu différentes en Europe, aux États-Unis. Peut-être que c'est le début d'un embranchement qui se forme, mais on peut quand même dire qu'on a le même Internet avec quelques petits aménagements. Donc, je ne suis pas complètement pessimiste sur la chose encore. Un autre truc sur lequel on était particulièrement pessimiste pendant les années qui viennent de s'écouler, c'est l'influence qu'ont eu les fermes à trolls sur Twitter et les réseaux sociaux pour les élections, notamment les élections américaines de 2016. Et il y a eu une étude spécifique qui a été faite sur l'Internet, les fermes à trolls russes, au cours de la fin de l'année 2017, et ils ont étudié les réactions et les sentiments aux tweets de ces montagnes de trolls qui essayent de diviser les États-Unis entre républicains et démocrates. Alors c'est une étude académique qui est tout à fait sérieuse, qui a été publiée dans un journal sérieux, et ce qu'ils ont conclu, c'est que en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les sentiments des gens qui interagissent avec ces tweets ne changent pas tellement. C'est-à-dire que les gens qui sont les plus prompts à interagir avec ces contenus sont les gens qui sont de toute façon les moins prompts à changer d'avis. C'est les gens les plus convaincus qui vont un petit peu aller chercher la bagarre sur Twitter et sur les réseaux sociaux, j'exagère à peine en disant ça, et qui, du coup, de toute façon, n'auraient pas changé d'avis. Les autres sont un petit peu moins... Enfin, ils laissent passer les choses sans forcément interagir avec. Alors, ils n'étudient pas dans cette étude, ils n'étudient pas l'effet que peut avoir la confusion et le chaos causés par ces avalanches d'informations contradictoires souvent et ces engueulades permanentes. Il est possible que ça pousse certains à se dire « Bon, de toute façon, c'est la merde, on comprend rien, rien à foutre, je vais faire autre chose. » Ça, possiblement, c'est à vrai dire une des voies que moi j'imagine les plus probables, mais on n'a pas de données sérieuses qui nous permettent d'en juger. Ce qui est sûr, c'est que sur cette première étude, dont il faudra beaucoup d'autres pour nous le confirmer, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les efforts de ces fermes à trolls
ne convainquent pas des gens qui sont convaincables. Ça énerve juste plus ceux qui sont déjà convaincus, on va dire. Ouais. Bon, c'est une bonne chose à savoir, quoi, pour moi. Mmh. Non, mais c'est intéressant qu'on étudie quand même ces phénomènes, surtout aujourd'hui, quoi, parce que les conséquences sont parfois, enfin, ce qui se passe, moi, c'est la réflexion que je me fais souvent, c'est on oscille entre l'exagération et la minimisation. Je pense que des études comme ça, réelles sur les vrais effets des choses, permettent de rétablir aussi un petit peu les vérités de ce qui se passe vraiment, quoi. C'est ça. Et c'est pour ça Ouais. qu'on en a besoin vraiment de ces études. L'auteur d'ailleurs, Chris Bale, précise bien que c'est une première étude, les résultats sont préliminaires, il faut vraiment plus de sujets de recherche académique sur ces sujets pour qu'on puisse vraiment les comprendre. Donc ne pas non plus prendre ces conclusions-là comme étant avérées. On va continuer, on va parler donc de YouTube et je vais te demander ton avis sur ce mouvement qui a l'air de prendre les YouTubeurs tous les uns après les autres, qui rejettent le nouveau YouTube en s'attachant à l'ancien. On va en parler. Avant ça, je voudrais quand même dire un petit mot sur... Et je vais laisser cette partie pour les patriotes aussi, parce que je veux parler d'une réaction que j'ai eue, et d'un commentaire que j'ai lu, d'une réaction que j'ai eue, et de vos réactions à vous, et je voudrais vous remercier, en fait, tous, que vous soyez patriotes ou non. J'ai eu un commentaire, il y a quelques jours de ça, de quelqu'un qui a dit... il y a un commentaire sur une review, c'était sur iTunes, je crois, c'est une avalanche de pubs, cette émission est à fuir, machin. Et ça m'a vraiment frustré parce que on a ajouté donc une pub qui fait généralement moins d'une minute en début d'émission. Je crois qu'il y en a parfois à la fin, mais bon, à la fin, à la limite, vous n'êtes vraiment pas obligé d'écouter. Et même la première, on peut la passer rapidement. Et il y a une pub, et en plus, l'émission est obtenable sans pub, sans aucune promo, si vous payez juste $1. Et une personne comme ça qui vient me dire il y a trop de pubs, c'est à fuir, machin, pour une minute, enfin, l'émission fait généralement 1 heure, un petit peu plus, il y a au total, même si on inclut les discussions sur Patreon, il y a, je sais pas, peut-être 3 minutes de pub, 4 minutes, max, et encore. Et donc, ça m'a vraiment mis un coup, comme on en discutait sur Twitter avec toi, Jérôme, quand on voit un commentaire négatif, il suffit qu'on soit un petit peu déprimé, bouffer ta journée, ouais. Ça te plombe, et je le sais en plus, mais il n'empêche, ça m'a un peu plombé, donc je suis allé, mais c'est pas ça qui est important, ce qui est important, c'est que je suis allé sur Twitter, j'ai dit, frustration, voilà, mais qu'est-ce qu'ils veulent, donc ils veulent pas payer, ils veulent pas de pub, comment est-ce qu'on vit, du coup, s'il faut suivre cet avis, et évidemment, la réaction a été attendue, c'était plein de gens qui m'ont dit, oui, mais tu sais, il y aura toujours des trolls, et surtout, il y a eu plein de gens qui m'ont dit des choses super gentils, qui m'ont amené, la majorité silencieuse en fait est sortie de son silence quand ils ont vu que j'en avais besoin. Il y a même des patriotes qui ont pris le temps d'aller sur Patreon pour m'envoyer des messages privés, ce qui m'a vraiment fait chaud au cœur. Et donc je voudrais juste dire à tous ces gens qui apprécient l'émission et qui le montrent, et que parfois quand on est un petit peu mal luné, on ne voit pas, je voudrais vraiment vous remercier, parce que c'est un truc on est souvent un petit peu dans le noir, et on avance, on ne sait pas trop ce que les gens pensent et ce qu'ils disent. Enfin, mais en fait, oui, on voit tous les commentaires, on voit tous les remerciements. Mon intention, c'était vraiment de remercier les gens qui sont venus me dire des choses gentilles, et ça m'a fait beaucoup de bien, donc un grand merci. Je veux aussi remercier Zanziz, qui a mis un commentaire sur Apple Podcast aussi, qui se demandait si les commentaires étaient lus. Oui, je les lis tous, y compris ceux d'iTunes. Donc, si vous êtes... Oui, et d'ailleurs, Zanziz, t'as été un peu méchant, parce qu'un épisode que t'as pas aimé, il fait plein de compliments à côté, mais un épisode que t'as un peu moins aimé, et tu m'as mis une note moyenne sur iTunes juste pour un épisode, j'ai trouvé ça un peu méchant, mais bon, chacun son avis, pas de problème. Mais en tout cas, si vous appréciez l'émission, que vous voulez la soutenir... Patrick a besoin d'amour. C'est comme toujours, mais tout le monde a besoin d'amour. Mais évidemment, vous pouvez soutenir financièrement, vous pouvez faire ce que vous voulez, et vous pouvez aussi aller sur iTunes et laisser un commentaire, ça prend 1 minute et ça aide beaucoup également. Donc merci à vous tous, et je vous fais plein de bisous.
Euh, alors, Jérôme, dis-nous Oui. ce qui se passe sur YouTube. On voit partout des vidéos de YouTubeurs qui se lamentent de l'état de YouTube aujourd'hui. YouTube m'ennuie. Bah, c'est la vidéo du joueur du grenier, qui Du est un joueur gros du YouTubeur grenier. français, qui a fait pas mal de bruit quand même. Elle a fait beaucoup de bruit. Bon, le joueur du grenier a une grande visibilité. Quelque part, c'est des choses qu'on se dit entre youtubeurs depuis 1 ou 2 ans. Hein. Donc, c'est pas non plus un phénomène nouveau. Ce qui est nouveau, c'est effectivement de l'exprimer. Et il l'a bien exprimé. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Si j'ai le temps, je reviendrai sur 2-3 points. Aujourd'hui, YouTube, il en est où? C'est ça qu'il faut se poser comme question. YouTube a énormément changé. On s'en rend pas forcément compte. Donc, en fait, il y a la conjoncture de plusieurs phénomènes aujourd'hui. Il y a d'abord une génération de YouTubeurs français euh, qu'on va pas qualifier de pionniers, parce qu'il y a eu des pionniers avant, mais on va dire que ça soit Joueur du Grenier, que ça soit Cyprien, que ça soit Norman, tous les youtubeurs, on va dire, installés sur la place aujourd'hui, ont connu une époque un peu bénie, où finalement il n'y avait pas tant de chaînes Ouais, ils que étaient un peu ça. seuls. Hein. Voilà, il n'y avait pas tant de chaînes que ça. Les gens étaient avides de contenu YouTube parce qu'il y avait un côté nouveauté. C'était un nouveau média qui presque définissait une génération. Ah, je regarde plus la télé, je regarde YouTube. Et moi, je sais, mon petit-neveu, qui maintenant n'est plus très petit, justement, il connaissait tous les noms des YouTubeurs, même ceux qui regardaient pas. Bref, il y a une époque très faste. Ça, c'est le premier phénomène. Il y a un deuxième phénomène qui est peut-être plus important pour comprendre ce qui se passe. C'est que YouTube est une entreprise qui a eu beaucoup de mal à atteindre un seuil de rentabilité. Faire YouTube pour Google coûte extrêmement cher. Et pour rentabiliser, il y a bien évidemment un phénomène publicitaire. Ce phénomène publicitaire a commencé à se rationaliser et YouTube est passé d'une période où n'importe quel annonceur disait « Oh, c'est YouTube, je mets des sous » à « Ah non, mais attendez, ma pub, vous la passez devant quelle émission, là ?» On a eu plein d'histoires comme ça, effectivement, d'annonceurs qui ont dit « Ah non, mais attendez, j'avais pas réalisé que ma pub passait devant des mecs qui dissèquent de la crotte, quoi, ou ce genre de choses. » Et du coup, il y a en ce moment un gros travail de YouTube sur la partie publicitaire et donc des rentrées d'argent. Et il faut bien comprendre que c'est le poumon ou le cœur de YouTube, ça. Sans ce système monétaire, YouTube s'effondre complètement et Google l'abandonnerait très vite. Parce que ça coûte tellement cher de diffuser toutes ces vidéos en bande passante, en matériel, en serveur, que s'il n'y a pas un business model qui tourne rond, ça marche pas. Donc, ah bah voilà, chez Google qui se réveille. Et le truc, c'est que justement, ces histoires de démonétisation qu'on a entendues font que, et ça, c'est un de mes grands pronostics d'il y a une dizaine d'années, j'ai dit qu'un jour, la censure allait arriver sur YouTube, pas par des censeurs extérieurs, mais par les YouTubeurs eux-mêmes, qui allaient se mettre à créer un certain type de contenu qui marche, qui fait de l'audience, pour pouvoir gagner de l'argent. Puisque c'est les annonceurs qui vont mettre de l'argent vers du contenu qui est publicité friendly. Et du coup, les youtubeurs qui sont dans des processus économiques, de rentabilité aussi, vont adapter leur contenu à attirer la pub. C'est la TF1isation de YouTube. Et c'est ça le phénomène dont parle le joueur du grenier, c'est qu'une partie de YouTube qui est dans des politiques économiques, qui est dans des stratégies économiques d'audience, faire un maximum d'audience, regrouper le plus de tranches d'âge possible autour d'une vidéo, d'une thématique, va forcément emprunter et copier ce qui est fait à la télé comme TF1, qui est basée uniquement sur un modèle publicitaire. Et ouais, là je comprends effectivement. Mais là, juste pour terminer, il n'y a pas si longtemps, une quinzaine d'années, Moujotte avait scandalisé la France en disant que TF1 était une entreprise qui vendait de l'espace de cerveau disponible. Du temps de cerveau disponible, oui. Ouais, du temps de cerveau disponible. Eh ben, c'est la même chose, YouTube. C'est la même chose. On n'a rien changé, finalement. C'est un média, en tout cas dans cette partie audience, faire un maximum d'audience. Pour faire un maximum d'audience, et notamment
divertissement, parce que le joueur du grenier, il parle surtout du YouTube divertissement. Eh ben, on revient aux recettes, comme il le dit, d'Interville. On n'a jamais trouvé mieux pour regrouper la famille devant un contenu et que tout le monde aime, de mettre une vachette, des gens dans l'eau, des nez de clown, un contenu simple, avec un peu de provoque, etc. Et ça marche. Et ça, les youtubeurs n'ont rien inventé. Je dirais que tout ça est vrai, mais la grande différence, c'est que sur YouTube, on peut aussi faire le reste. Alors oui, il y a des pressions publicitaires qui font que, mais le joueur du grenier, il existe toujours, il fonctionne toujours très bien. Norman, pareil, Cyprien, pareil. Et ça me paraît un petit peu à tendance accélérée, enfin à vitesse accélérée, question générationnelle, parce que si les nouveaux font du plus consensuel. D'une part, les anciens, ils faisaient quand même un petit peu plus consensuel que ce qu'on voyait au tout début, et c'est pour ça qu'ils ont marché. Je veux dire, Norman et Cyprien, c'est quand même pas les rois de la provoque non plus. C'est du contenu pour enfants, et s'ils ont réussi, c'est parce que les enfants regardaient leurs vidéos en boucle. Donc, c'est un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité, un petit peu. Et donc, comme je le disais, sur YouTube, il y a aussi plein de choses qui correspondent à ce qui se faisait avant. Le fait qu'il y ait des nouvelles tendances ne fait pas forcément disparaître les anciennes. Là où il y avait de l'espace plus restreint sur les chaînes de télé ou sur les ondes à la radio, et donc certains se sont fait pousser dehors par la force des choses. Je comprends qu'il y a un petit peu de ça, parce que l'argent disponible n'est pas infini, et donc il faut le distribuer à certains, mais c'est quand même beaucoup moins le cas que dans les anciens médias. Oui, alors là où tu sous-estimes peut-être un phénomène, c'est effectivement l'importance du business model d'une chaîne YouTube. Aujourd'hui, si des gens comme le joueur du grenier et tout ça, c'est que leur business model se restreint, celui qui était basé justement sur l'audience. Aujourd'hui, où tu as des contenus qui raflent la mise en faisant du contenu TF1 sur YouTube, ils raflent la mise publicitaire, ne laissant pas beaucoup d'argent pour les autres, ou en tout cas quelque chose qui... Et ce qui va être terrible cette année, en 2020, c'est que YouTube va enlever tous les moins de 13 ans. Ça, tu vas voir, ça va être une catastrophe. Ça va être pire que le apocalypse, là. Quand YouTube va se séparer, ouais. On en parlait il y a 1 ou 2 semaines, mais c'est effectivement pour se conformer au Child Protection Act, je ne sais plus, c'est COPPA, je crois, Child Online Protection Act aux États-Unis. Ils vont devoir ne plus cibler spécifiquement les enfants de moins de 13 ans, et donc il faut que chaque YouTuber marque si ces vidéos sont faites ou non pour des enfants de moins de 13 ans. Il y aura toujours des pubs dans les vidéos ciblées vers les vidéos destinées aux enfants, mais elles ne seront plus ciblées spécifiquement. Donc effectivement, comme je le disais sans penser à ça, mais beaucoup de youtubeurs ont un public très jeune, et pour eux, les revenus publicitaires vont chuter. Je pense que c'est il va y avoir un effondrement des audiences, mais ça se voit déjà, hein. Aujourd'hui, il y a un tassement des audiences globales sur YouTube, avec certaines chaînes qui raflent la mise. Tu vois, et on est vraiment dans un phénomène, c'est exactement la même histoire qui s'est passée avec la télévision. Le truc, c'est que tout l'enjeu des années à venir, c'est est-ce que d'autres business models, avec un mix publicité, crowdfunding, financement participatif, vente d'objets, est-ce que d'autres modèles sont possibles, exactement au même titre que est-ce que d'autres télés sont possibles? Alors, sans subvention. C'est finalement toute la question et qui va être déterminante, parce qu'aujourd'hui, tu peux te dire je veux faire une chaîne différente, et je vais pas tomber dans les trucs de la grosse ficelle gros public, mais il va bien falloir un moment que tu en vives de ton activité. Et YouTube d'autant plus, c'est des activités à plein temps. Et aujourd'hui, commence à être très très rare les youtubeurs qui travaillent seuls. La plupart de ces youtubeurs, le joueur du grenier a toute une équipe à salariés. La plupart des youtubeurs, moi je vois, voilà, j'ai 2 personnes à payer quand même pour mon activité de YouTube. On peut pas simplement se dire j'ai besoin d'argent pour me payer un SMIC et survivre, quoi. On a des logiques d'entreprise, donc qui dit entreprise dit business model. Et voilà. Je pense qu'on a fait le tour, Jérôme. Ouais. Mais oui, effectivement, c'est quelque chose c'est un phénomène qu'on a vu arriver. J'espère que maintenant vous le comprendrez. En tout cas, les réactions des youtubeurs. Et moi, j'avoue que j'avais pas tout à fait compris ça. Et grâce à ton explication, je le comprends beaucoup mieux.
Je peux ajouter juste un dernier truc Vas-y. parce que c'est hyper important, parce que je le répète beaucoup dans mon émission. Aujourd'hui, il y a du contenu cancer, il y a du contenu de merde sur YouTube, et je suis le premier à le dire, il y a plein de contenus que je regarde pas. Si vous voulez que les créateurs arrêtent ce type de contenu, arrêtez de les regarder, arrêtez même d'aller mettre des commentaires ou même des pouces down sur leur contenu. Ce qui peut tuer une chaîne, c'est l'indifférence. Donc, acte civil de vous qui consommez du contenu YouTube. S'il y a des chaînes que vous trouvez débiles, appauvissantes, que vous voulez sanctionner, euh, éloignez-vous d'elles. Tu sais, Désabonnez-vous. Ne regardez pas leur contenu. on peut dire ça autant qu'on veut, mais les auditeurs de cette émission, d'une part, sont des gens qui ne regardent que des chaînes YouTube de qualité, évidemment. Mais c'est le même problème que pour la presse et les autres types de médias. Tu vois, il y a de la presse trash, il y a des médias trash, il y a des TF1, il y a des machins. On peut dire autant qu'on veut aux gens « Ah, mais il ne faut pas regarder ». La politique du plus petit dénominateur commun a quand même un certain succès parce que les gens ont besoin de déconnecter leur cerveau, ont besoin Oui, sont stupides, j'en sais rien. Ça se trouve, la population du monde est idiote, c'est possible. Tous les gens qui n'écoutent pas le rendez-vous tech ou qui ne regardent pas Nowtech, enfin bon. Ouais, mais c'est le sketch de Blanche Gardin qui dit j'ai des copains qui regardent des émissions débiles pour pouvoir dire qu'elles sont débiles, mais on n'est pas des merdologues. Donc il y a un moment, ne regardez pas des trucs juste pour dire que c'est de la merde. Ne regardez pas la merde. C'est quand même, il y a un message à faire passer. Non, mais les auditeurs de l'émission ne regardent pas ce genre de choses. Je sais, mais qu'ils fassent passer ça à leurs enfants. D'accord. En gros, une vue, c'est un vote sur YouTube. Aujourd'hui, il faut être conscient de ça. Regardez quelque chose, c'est que vous l'approuvez. Même si c'est pour mettre un commentaire négatif et un pouce down, vous approuvez ce contenu. Bon, on peut parler d'une autre chose que peut-être tu approuveras, Jérôme, c'est Apple qui risque de changer un petit peu son rythme de production d'iPhone à partir de 2021. Selon un rapport, alors attends, je vais te retrouver, c'est JP Morgan, je crois, c'est ça, qui dit que on aurait en 2020 4 iPhones, en gros 2 Pro et 2 successeurs de l'iPhone 11, les entre guillemets bon marché. Il y aurait la même taille avec 6,1 pouces et un avec 5,4 pouces, donc qui redevient un petit peu plus petit. Il y aurait des améliorations au niveau du capteur 3D, donc un FaceTime amélioré pour la réalité augmentée sur la version Pro. Et puis pas sur la version non pro. Mais le plus intéressant, c'est qu'à partir de 2021, dès le premier semestre, il y aurait potentiellement une autre sortie d'iPhone, mais une vraie sortie de téléphone, comme le fait Samsung, par exemple, avec son alternance entre Galaxy S et Galaxy Note, et comme le font plein d'autres constructeurs. Donc, 2 grosses sorties d'iPhone par an, peut-être pour retrouver une croissance au niveau du téléphone chez Apple. Je ne sais pas si j'y crois vraiment à ça. C'est possible, mais je me demande si ça ne serait pas quelque chose d'un petit peu différent, genre un autre modèle complètement différent de l'iPhone, genre la sortie des modèles flagship, donc plusieurs modèles flagship à l'automne comme d'habitude, et puis peut-être l'équivalent du XR ou du modèle un petit peu plus accessible en début d'année suivante. Mais ouais, moi j'y crois assez. Les Chinois, enfin les constructeurs chinois ont montré que inonder la communication et le marketing en sortant des modèles. Il y a des marques, j'ai l'impression qu'elles sortent des modèles tous les mois, quoi. Et du coup, elles occupent le terrain et que ça fait du mal à Apple qui finalement n'a qu'un seul grand rendez-vous par an. Avec en plus une année sur 2, puisque les gens se sont habitués au cycle de sortie Apple, qui était relativement simple, que moi je préfère personnellement en tant que consommateur, mais le problème c'est la communication, c'est-à-dire moi je le vois en tant que chaîne YouTube qui teste des smartphones, là où on fait une vidéo par an sur les iPhones, ou 2, si on devait faire des vidéos sur tous les autres smartphones qui sortent, Apple serait minimisé entre guillemets en termes d'existence dans les smartphones. Mais est-ce que tes vidéos sur les iPhones ne font pas 10 fois plus de vues que les... Si.
Bah voilà. Et je me demande si, Oui, mais en empruntant cette voie, il ne minimiserait pas justement l'importance de l'événement ouais. de la sortie de l'iPhone annuel et puis compliquer la gamme. Mine de rien, c'est ce qui se passe depuis un moment. Compliquer la gamme, segmenter avec plein de types d'appareils différents. C'est une chose, c'est pas pour dire Steve Jobs, s'il était là, il serait pas content. Mais Steve Jobs aimait la simplicité dans les gammes. Tim Cook est un type qui fait du logistique, de la logistique, et je me demande si effectivement, je pense que s'ils avaient des choses plus intéressantes, plus innovantes à nous vendre, ils n'auraient pas besoin de ce genre de multiplication de gamme, quoi. Ça ne veut pas dire Ouais, que c'est la fin du monde, mais là où je relativise ma réponse, c'est de manière unitaire, une vidéo sur un smartphone chinois va faire moins d'audience, mais en cumulant toutes les vidéos, même sur une marque, si je faisais tous leurs produits dans l'année, j'obtiendrais, à mon avis, des audiences supérieures à ma vidéo iPhone. Donc tu vois, c'est une manière d'occuper le terrain de ces marques qui produisent très très vite et qui innovent très très vite, en tout cas qui innovent, qui vont toujours avoir un truc qui a aussi engendré le côté Apple n'innove pas, est toujours en retard, parce qu'au rythme des annonces, que ça soit chez Samsung, chez Huawei ou etc., ça enfouit petit à petit, je trouve quand même, ce qui se passe chez Apple. Bon, à voir si ça se produit en 2021. Pendant le Black Friday, il semblerait qu'Apple ait vendu 3 millions d'AirPods et d'AirPods Pro, ce qui est un chiffre quand même conséquent pour ces appareils dont on se moquait à leur sortie. Bon, ça commence à dater maintenant quand même, mais ça me donne l'occasion de parler un petit peu du Black Friday et de ce sentiment. C'est la première fois, je crois, depuis l'existence du Black Friday en France, ça fait quelques années déjà, que j'ai ce sentiment d'avoir vu, notamment dans ta vidéo, Jérôme, sur les meilleurs deals, enfin sur les appareils à surveiller, mais pas seulement, c'est ce sentiment que c'est un petit peu un gaspillage, le Black Friday, une sorte de front anti-consumériste à l'occasion du Black Friday. Et justement, les députés vont bientôt, là, le 9 décembre, examiner la loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire. Et il y a deux choses que je note dans cette loi. D'une part, il y a des députés qui veulent rendre plus difficile l'existence du Black Friday, qui est considéré comme une sorte de grand gaspillage et qui, selon ces députés, est l'occasion d'acheter des choses dont on n'a pas besoin. Et la manière dont ils le font, c'est en rendant plus stricte l'interdiction de faire de fait des soldes à des moments qui sont en dehors des périodes autorisées par la loi. Vous savez que les soldes sont encadrés, il y a 2 périodes dans l'année. Et le Black Friday, en fait, s'assimile à des soldes, mais c'est l'autre côté de la chose, c'est qu'en fait, c'est un jeu de miroir et que les bonnes affaires n'en sont pas vraiment. Selon l'UFC Que Choisir, la moyenne des réductions, c'était moins de 2%. Alors, je pense que si on prend la moyenne entière, c'est un petit peu particulier. Il y a quand même des bonnes affaires à faire au Black Friday. Il y a aussi la question des gens qui attendent ce moment pour justement s'équiper à moindre prix, dont on pourrait discuter. Je vais aussi mentionner l'indice de réparabilité qui avait été voté en 2018, qui sera implémenté dans cette loi contre le gaspillage. Ils ont décidé de prendre un indice, en fait une note sur 10, qui sera affichée, techniquement c'est dit, au moment de l'acte d'achat, avec les détails sur l'indice, la manière dont il a été établi. Et donc, comme la consommation énergétique, vous savez, ça va de A à G, je crois, on aura un indice de réparabilité et un accès pour le grand public et les réparateurs aux documents et à la manière dont fonctionnent les pièces de rechange, qui seront donc notées sur les étiquettes au moment de l'achat. Donc je ne sais pas si ça aura un gros effet, ce point spécifiquement, parce que mine de rien, on parle beaucoup de smartphones, pas que, mais on pense beaucoup aux smartphones quand on pense à ces choses-là. Et pour réparer un smartphone, bonjour, il faut quand même avoir une certaine expertise. Ça veut quand même dire qu'on pourra peut-être en prendre un qui pourra être réparé par un réparateur professionnel. C'est encore, ça amène d'autres questions. Mais voilà pour les deux choses. Black Friday, trop de gaspillage, réparabilité, est-ce que ça servira ? Je ne suis pas certain d'avoir les réponses à ces choses-là. Peut-être que Jérôme
Lui, Bah écoute, c'est tout. alors, c'est encore un épiphénomène, hein, pour être honnête, même ce mouvement anti-Black Friday, quand on voit les chiffres du Black Friday, on peut pas dire qu'il y a un mouvement mondial anti-Black Friday. Non, on Je, parle de la France je- spécifiquement, là. ouais, je suis là où je suis plus nuancé, c'est que ce que j'ai trouvé dans ce côté anti-Black Friday, alors je vais pas me faire que des amis dans les commentaires, mais il y a un petit côté bobo, et j'en suis un, qui pense pas vraiment aux gens qui ont pas des bons niveaux de revenus et qui voient quand même dans le Black Friday une bonne occasion de faire des cadeaux de Noël en se ruinant un peu moins. Et je suis d'accord que même si la moyenne générale des réductions, elle est pas immense dans le Black Friday parce que c'est pas vraiment des soldes, euh, sur des produits spécifiques, tu peux faire quand même de réelles économies. On est Donc d'accord, ouais. voilà, et c'est plutôt bien pour certaines personnes, enfin qui n'ont pas les niveaux d'accessibilité aux produits. Donc c'est là où je suis un petit peu plus nuancé. Comme tu dis, moi dans ma vidéo, c'est peut-être la première année que je l'exprime, mais en fait ça fait 2-3 vidéos. Je l'ai fait aussi sur les vidéos d'iPhone cette année. Euh, En fait, c'est un commentaire il y a quelques mois qui m'a fait réagir parce que je me voyais pas comme ça. Moi, j'avais un peu ce côté, mais c'était une illusion. Je me voyais un peu comme UFC Que Choisir, que la fonction de ma chaîne, c'était aider les gens à acheter un produit qui leur convenait, qui leur allait. Et en fait, quand je croise des gens maintenant dans le réel, j'ai deux catégories de gens. Les gens qui me disent j'ai acheté un produit grâce à toi, et les gens qui me disent j'ai acheté un produit à cause de toi. Et je me suis mis en tête qu'il faut que j'arrive, que les gens n'aient plus l'impression qu'ils aient acheté à cause de moi. Parce que ça veut dire, quelque part, schématiquement, qu'ils n'ont pas acheté un produit dont ils avaient vraiment besoin. Tu vois ce que je veux dire? Ça paraît tout con, mais je veux pas être une chaîne YouTube d'incitation à acheter des choses dont on n'a pas besoin. Je veux être là pour apporter la bonne information à quelqu'un pour qu'il se dise ah, j'ai besoin de ce produit, c'est le moment d'acheter, c'est le bon truc. Mais je veux pas fourrer des objets dans la gorge des gens qui en auraient pas besoin. C'est marrant parce Euh, que c'est effectivement, ça semble être la teneur de ce que dit. Je vais retrouver son nom du coup parce que je la mentionne plein de fois. C'est cette députée spécifiquement Delphine Bateau, voilà, qui a introduit cet amendement. Euh, j'ai l'impression, je sais pas si moi c'est pas l'impression que j'ai du tout en regardant autour de moi dans ma communauté. Peut-être que la communauté tech est un petit peu plus raisonnable. J'ai pas l'impression que les gens achètent des choses dont ils n'ont pas besoin. J'ai l'impression que ils achètent des choses pour lesquelles ils attendent la bonne affaire, tu vois, et des choses dont ils ont peut-être envie au moins, pas un truc qui va rester au placard. Donc je sais pas si c'est une Il y communauté a, particulière, quoi. Là où je suis d'accord, et je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit, mais il y a, à mon avis, ce côté Black Friday. Ouh là là, c'est les Black Friday, il faut que j'achète quelque chose. Tu Ouais. sais, c'est comme quand tu rentres dans un magasin en solde. Oh là là, t'es sur Amazon ou un autre site qui fait le Black Friday, et t'es là, mais il faut pas que je rate le Black Friday. Tout le monde, les influenceurs, tweetent des trucs et tout ça. Tout le monde me dit qu'il faut que je profite d'une bonne affaire, et merde, je trouve pas de bonne affaire. C'est là où tu risques d'acheter une merde uniquement pour acheter un truc pour le Black Friday, quoi. Hmm. Et ça, je sais que personnellement, moi, vu que mon business model n'est pas forcément entièrement basé sur le fait que vous achetiez beaucoup de choses, mais plutôt mon business model, notamment contributeur, c'est que je vous amène des bons conseils. Je sais que je vais orienter de plus en plus ma chaîne à dire achetez que si vous avez besoin. Et le Black Bah, moi, Friday, c'est voilà, c'est n'achetez rien. Moi, j'ai acheté des câbles au Black Friday, tu vois. ouais, bah moi j'ai rien acheté du tout, tu vois. Donc Bon. j'ai effectivement, mais je suis quelqu'un de très sage, donc peut-être que je suis un petit peu exceptionnel. Ah, si j'ai acheté un disque dur, tu vois, des trucs super sexy. Bon, il y a une grosse flopée de présidents de grosses sociétés américaines, dont les GAFA, enfin Tim Cook, Satya Nadella, Sundar Pichai, donc Apple, à Microsoft, Google, qui ont renouvelé leur engagement envers l'accord de Paris. C'est intéressant à noter parce que en dépit de la décision du gouvernement américain de se détacher de l'accord de Paris, donc pour l'environnement, il y a une grande partie des sociétés et des États américains qui continuent à être dans cette optique. Donc, bon, quand on parle de Black Friday et de gaspillage, c'est peut-être bien
de voir aussi qu'il y a du positif, parce que là, on parle de l'accord de Paris. Alors, selon certains, l'accord de Paris ne va peut-être pas assez loin, ça c'est tout à fait possible, mais c'est plutôt une bonne chose de voir que malgré les décisions du gouvernement américain, l'industrie, certaines parties de l'industrie semblent y adhérer. D'ailleurs, puisqu'on parle du gouvernement américain, ils sont en train de discuter de taxes supplémentaires sur les produits français en raison de notre taxe sur les services numériques. Vous savez qu'on a cette taxe qui a été imposée sur les services numériques pour éviter l'optimisation fiscale, une chose que moi je pense tout à fait raisonnable. Bon, les Américains, belliqueux qu'ils sont en train de discuter d'une taxe sur les produits français. On verra si ça se fait ou pas. Et enfin, dans ces questions de géopolitique internationale, Huawei a annoncé que ses derniers téléphones Mate 30 et une bonne partie de leurs équipements 5G sont désormais n'incluent plus aucun composant américain. Donc on parle du matériel, pas du logiciel, mais du matériel, et qu'ils sont donc America Free. Et c'est un terme qui, moi, m'a énormément marqué. Le terme America Free, c'est c'est presque un label. Et l'idée qu'on puisse arriver à un label America Free, dans moi, parce que vu la manière dont j'ai grandi et ce que représentent les États-Unis, malgré toutes les controverses, malgré tous les problèmes qu'on peut avoir avec le pays, pour moi, c'est marquant. Alors, est-ce que c'est justifié, Huawei, l'espionnage, les problèmes commerciaux entre les deux pays? C'est une autre question qu'on ne va pas régler aujourd'hui, mais ce terme de America Free, moi, m'a vraiment marqué, quoi. Bah, c'est les French fries, les Liberty Fries à l'époque de la guerre en Irak. Les Freedom Fries. Les Freedom Fries, pardon. C'est toujours, ça fait un peu mal au cœur quand c'est mauvais patriotisme de consommation. Attends, je sais pas, juste une seconde, Patrick. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir là? Excuse-moi, j'ai une livraison. On parlait du consumérisme. Non, mais c'est quelque chose dont j'ai besoin qui est livré là. Okay, oui, je précise. C'est toujours très triste cette espèce de patriotisme de consommateur. On va boycotter des produits parce que ça vient de tel ou tel pays. C'est super triste en fait. Bah, tu sais, là, c'est pas vraiment une question de patriotisme. C'est même d'ailleurs ce que disent les responsables de Huawei, c'est nous, on aimerait bien avoir du matériel américain, mais on peut pas à cause de cette guerre commerciale qui se fait peut-être sous couvert ou peut-être de manière justifiée pour des questions d'espionnage de Huawei. Mais là, on parle plus de comment dire, on est entre la sécurité militaire presque et le bien-être économique d'un pays. Et c'est pas une question de patriotisme, tu sais, c'est simplement qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser du matériel américain et donc ils ont ce America Free. C'est pas qu'ils vont mettre un label sur leur boîte, tu vois, c'est juste qu'ils le disent, on n'a pas de matériel, de composants américains dans nos équipements. Moi, je vois pas ça comme du patriotisme. C'est pas là même si ça peut provoquer ensuite du patriotisme, mais oui, enfin, tu sais comme moi que les problèmes avec Huawei viennent du marché de la 5G, qui est un marché qui touche indirectement les consommateurs, et que quelque part, ce qui se passe avec les smartphones et les produits Huawei sont un effet de bord d'une guerre économique plus globale. Et quand je parle de patriotisme économique, c'est qu'on en est là. Et les Chinois ont aussi leur intérêt de créer des mouvements, justement parce qu'ils se sentent agressés dans cette guerre économique. Mais comme tu l'as dit, on va pas résoudre. Pour moi, il n'y a pas un méchant, un gentil dans ce conflit. Mais c'est triste de voir que finalement, c'est les consommateurs qui sont un peu pris en otage de conflits économiques, quoi. C'est ça que je trouve triste. S'il y avait des bons téléphones made in France, est-ce que tu n'achèterais pas un téléphone made in France ?
C'est un problème complexe parce que il faudrait qu'ils aient Pardon, je voulais pas te lancer le. Non, mais ça dépendrait de leur prix, bien évidemment. On va pas être naïf. Même s'il y a des très bons téléphones français fabriqués en France avec du poil de bic, du Larzac certifié OGM et tout, si le produit il est 10 fois plus cher qu'un autre smartphone, moi peut-être... Ou même 50% plus cher. Ouais. Ou 50% plus cher, là encore, ça fait un clivage économique. Il y a que les riches, en gros, qui pourraient acheter des produits français. C'est pas ce que je veux non plus. Bon, débat complexe. Ouais, c'est complexe. Ouais. Dernière news, j'avais une news plutôt sympa et puis finalement je l'enlève pour mettre une news qui m'énerve. C'est l'annonce que Facebook est en train d'implémenter son outil de portabilité des photos. D'abord, ça sera uniquement vers Google Photos, mais là où ça m'a frustré, c'est que vous savez bien que c'est un outil de portabilité qui est implémenté parce que en raison du RGPD. C'est parce que la loi les oblige, ou en tout cas les encourage très fortement à mettre en place ce type d'outil. Et il commence l'annonce avec une petite phrase hyper corporate PR bullshit qui m'a mis hors de moi, j'exagère, mais qui m'énerve vraiment, c'est « At Facebook, we believe that if you share data with one service, you should be able to move it to another. » Genre, chez Facebook, nous pensons que si vous partagez des données avec un service, vous devriez pouvoir les déplacer vers un autre. Et il y a... Mais enfin... Je sais qu'on dit souvent, ils disent tous, nous avons à cœur votre vie privée quand ils ouvrent leurs annonces sur des trucs sur les changements des conditions d'utilisation, etc. Ce qui en soit, Patrick, avoir à cœur la vie privée, hein, jeu de mots. Ah, pas mal, effectivement. Bon, on aura eu un calembour moyen dans l'épisode, mais il y a toujours un moyen de vaguement justifier la chose quand ils disent ce genre de choses. Là, c'est vraiment... Mais on n'a évidemment jamais autorisé le transfert de données depuis notre réseau. Et au moment où la loi nous y contraint, on implémente cet outil. Le fait de dire... Chez Facebook, nous pensons que vous devriez pouvoir trimballer vos photos avec vous d'un service à l'autre, c'est... Évidemment que toutes les sociétés mentent. Toutes les sociétés font des arrangements avec la réalité. Mais là, on est à un tel niveau de... c'est même pas question, c'est du bullshit marketing, c'est du machin. C'est un tel niveau de c'est même pas de la mauvaise foi, c'est je sais pas, c'est du foutage de gueule, voilà. Ouais, c'est comme quand un pétrolier te fait une campagne pour l'environnement, quoi. Mais même là, si tu veux, le pétrolier, il va te faire une campagne pour l'environnement parce qu'il a donné 0,3% de ses revenus ou de ses bénéfices à planter des arbres, tu vois, en Amazon. Il y a au moins une vague possible justification. Là... Ou alors peut-être qu'ils disent maintenant, depuis qu'il y a eu la loi, maintenant on croit que vous devriez pouvoir le faire. Ok, mais je sais pas pourquoi ça m'a tellement frappé. Et pourtant, Dieu sait que je suis le premier à mettre de l'eau dans mon vin quand on parle de société et de ce qu'ils font et des contraintes économiques et des contraintes. Tu vois, je suis pas du tout anti-capitalisme, même les GAFA, je les comprends plus que je ne les accuse. Mais là, ce truc spécifique, je ne sais pas pourquoi, ça m'a mis vraiment, ça m'a mis dans une colère. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Après, Facebook est dans un cauchemar de relations presse. Je ne sais pas si tu as vu une autre news ce matin, que Facebook a créé des fiches pour ses employés. Oui, pour qu'ils puissent défendre Facebook au repas de Noël, tu vois. Le Liambot qui leur apprend, qui leur apprend les trucs positifs en conversation, comment réagir aux attaques. Aujourd'hui, tout le monde attaque Facebook. Je crois que tu croises même quelqu'un qui connaissait rien à Facebook il y a encore un an, va dire ah oui non mais Facebook c'est des salauds quoi. Ils sont tellement dans la merde au niveau PR. Moi je dis même qu'ils devraient abandonner le produit Facebook. Enfin peut-être pas tout de suite mais à terme oui en termes de réputation rarement ils sont vraiment sur une pente
hyper glissante. Ils sont pas encore Alexandre Valdez, mais pas loin. Mais tu vois, Exxon existe toujours. Ouais, je sais pas. Oui, mais ils se sont fait oublier. Le problème d'un réseau social, c'est que s'il se fait oublier, c'est plus un réseau social. C'est pas faux. Le terme Facebook est tellement connoté aujourd'hui, je sais pas, ça va être très intéressant de suivre les 3 ans qui viennent de la marque Facebook. Qu'est-ce que ça devient ? L'entreprise se porte bien, hein, mais la marque... Waouh, c'est un cauchemar PR. Oui, tu fais bien de rappeler que l'entreprise se porte bien parce qu'il continue à gagner plus d'argent. Donc, bien sûr. Bon, merci Jérôme de m'avoir accompagné dans ces news tech de la semaine. On va se quitter là. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet Eh bien, vous pouvez me retrouver sur la chaîne YouTube Nowtech, Nowtech, et également tous les matins en live pour une petite revue de presse de la tech qui s'appelle maintenant le Mug Nowtech, que vous retrouvez donc de 8h à 9h. Alors du lundi au jeudi, c'est sur la chaîne secondaire Nowtech Live, et le vendredi, c'est sur la chaîne principale. On se rassemble tous pour le Mug du vendredi de 8h à 9h. Super, merci beaucoup Jérôme. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi retrouver l'émission sur frenchspin.fr, et vous pouvez évidemment avoir d'autres émissions comme le Rendez-vous Jeu dans votre app de podcast ou sur le site. Et si vous voulez soutenir l'émission, c'est sur patreon.com/rdvtech. C'est rapide, c'est facile et ça aide énormément pour ce modèle hybride où on a le soutien participatif qui aide la société à tenir debout, parce que, comme on l'a vu dans l'émission, s'il n'y a que la pub, les choses fonctionnent pas super bien. D'ailleurs, la pub représente une partie vraiment minime des revenus de la société. Donc, merci de continuer le financement participatif aussi. Je précise d'ailleurs, sort sur ma chaîne Nowtech une interview que Patrick m'a gentiment accordée il y a quelques temps dans le cadre d'un Nowtech Coffee, et où justement je re-regardais ce matin avant de la publier. Tu parles beaucoup de ce modèle mixte participatif pub que nous partageons, et donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller regarder cette vidéo. Magnifique, merci beaucoup Jérôme. Effectivement, elle sera disponible quand ? Cette semaine. Cette semaine, ok, bon, parfait. À un moment cette semaine. Voilà, merci. Exactement. Merci beaucoup Jérôme, merci beaucoup à tous, et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Pour avoir un site internet bien conçu, bien référencé et bien sécurisé, il y a ceux qui galèrent bien, mais alors vraiment bien. Et puis il y a les autres, ceux qui veulent créer eux-mêmes leur site facilement avec un outil intuitif, et ceux qui préfèrent ne rien faire. Pour eux, One and One Yonos s'occupe de tout. En plus, avec One and One Yonos, on peut toujours faire appel à son conseiller personnel, comme s'il était dans le bureau d'à côté. À choisir, vous préférez quoi ? Un tuto ou un conseiller que vous finirez par tutoyer ? À bientôt sur ionos.fr/podcast. Bonne écoute.